Oui, bonsoir à toutes et à tous. Merci pour votre participation donc à cet atelier de ce soir, hein, qui est un point essentiel de la démarche de concertation effectivement qui est menée dans le cadre du transfert du centre d'oncologie du Pays Basque. Donc quelques mots simplement pour vous dire que même si nos collectivités locales, donc tant la communauté d'agglomération que la ville de Bayonne, ne sont pas compétentes en termes bien sûr d'autorisation pour organiser et structurer l'offre de soins, hein, puisque bien évidemment c'est l'État au travers des agences régionales de santé qui est compétent. Mais bien évidemment, nous avons d'abord un territoire de santé qui ici est le territoire de santé Navarre-Côte Basque, hein, donc qui est pas tout à fait en phase avec le territoire de tout le Pays Basque, puisque la Soule, malheureusement, ne fait pas partie de ce territoire, mais globalement, on a quand même une agglomération qui se confond quasiment avec le périmètre de ce territoire de santé. Et bien sûr, les communes, en l'occurrence la commune de Bayonne, donc, qui sont de fait particulièrement attentives à l'offre de soins telle qu'elle s'organise et se structure sur nos territoires respectifs. D'abord parce que, bien évidemment, les besoins de nos populations sont là et que notre objectif est bien de répondre aux besoins de nos populations, et puis aussi parce que il nous faut accompagner, écouter et permettre l'évolution de l'offre de soins telle que, ben, je vais oser le dire, hein, l'évolution des maladies, des pathologies le nécessite, et surtout l'évolution aussi des traitements, mais ça va nous être largement explicité tout à l'heure. Alors pour nos deux collectivités, hein, donc je parle bien sûr au titre CAPB, communauté d'agglo et ville de Bayonne, bien évidemment ce projet est essentiel à de très nombreux titres. D'abord parce que, j'ai commencé à le dire dans mes premiers propos introductifs, hein, l'offre de soins et l'organisation, permettre à nos citoyens, à nos habitants d'être pris en charge au mieux et au plus près de leur territoire, fait partie bien sûr de notre quotidien. Et puis parce que plus précisément par rapport à ce projet de pôle d'oncologie, d'abord, le site actuel d'implantation est totalement aujourd'hui, je dirais, en décalage avec l'évolution des besoins en termes de traitement et les disponibilités foncières qui n'existent pas autour du projet actuel. Donc, l'impérieuse nécessité de trouver un emplacement permettant de pouvoir à la fois donc, répondre aux besoins d'extension, aux accès, et puis permettre à tous les patients, qui soient territoire Navarre-Côte Basque ou Sud-des-Landes, de pouvoir bien sûr y accéder facilement. Donc la délocalisation est indispensable pour un site bien évidemment plus adapté, mais aussi dans un second temps, ce projet, je dirais, va au-delà du simple transfert d'un centre d'oncologie. L'enjeu, et je pense que ce soir, les différents intervenants vont pouvoir bien nous montrer à quel point l'enjeu est bien d'optimiser, d'améliorer la prise en charge des patients atteints de pathologies donc, liées au cancer, donc d'être encore mieux pris en charge, hein, et en termes de confort de prise en charge, si je peux me permettre, puisqu'aujourd'hui on sait que des traitements sont faits très, très tard sur des plages horaires très larges parce que le besoin est là et que l'évolution de la maladie, et les chiffres vont le montrer aussi tout à l'heure, il y a de véritables enjeux en termes de capacité d'accueil, mais aussi, et ça c'est important, Bayonne aujourd'hui est à 2 heures de Bordeaux, et que pour des patients, pouvoir bénéficier, c'est pas vrai que sur la cancérologie, mais là tout particulièrement sur ce sujet-là, être en capacité à pouvoir être pris en charge ici en local avec des thérapeutiques qui permettent tout simplement d'éviter d'avoir à se déplacer jusqu'à Bordeaux, par exemple, c'est un enjeu important. L'autre enjeu étant, comme c'est inscrit dans le plan national de santé, de considérer que optimiser la prise en charge des traitements, de la prévention jusqu'à
à l'après-traitement est aussi un des enjeux. Et donc, bien évidemment, ça aussi, c'est un aspect qui va être évoqué. Donc, je ne voudrais pas pas être trop longue, mais bien évidemment, je pourrais revenir sur des questions. Vous l'aurez compris, les enjeux pour notre territoire sont bien sûr essentiels et pour la santé tout particulièrement. Merci beaucoup, Madame Durruti. Nous allons poursuivre ces éléments d'introduction en replaçant bien les objectifs de cet atelier, qui sont à la fois de partager ensemble la vision du projet, la bonne compréhension de ce projet dans ses enjeux, les besoins auxquels il répond, sa conception aussi, sa relation à son environnement, et puis aujourd'hui un temps d'échange plus spécifique sur le projet et son intervention dans le parcours de soins, sa contribution au parcours de soins. Donc, c'est sous cet angle plus précisément que les échanges seront conduits. Des échanges qui seront conduits avec un premier temps de repositionnement du projet, comme je viens de vous l'indiquer, et puis 2 temps, alors déjà d'échanges entre intervenants qui vont pouvoir se questionner, s'interpeller sur 2 grands sujets que sont l'amélioration de l'offre de soins en radiothérapie pour les patients du Pays Basque, et un deuxième sujet qui est sur le développement des soins supports au sein du nouveau centre de radiothérapie. Ces 2 temps seront ensuite proposé à la discussion. Un temps de questions-réponses vous sera proposé si vous le souhaitez avant de conclure cette rencontre virtuelle. Pour présenter notre équipe projet qui est dans cette mosaïque assez nombreuse et qui va pouvoir apporter à chaque fois un éclairage différent. Donc, Madame Durruti, bien sûr, qui est intervenue. Nous avons pour l'agglomération Pays Basque 3 intervenants. Pierre-Yves Dartic, donc directeur de l'ingénierie des opérations d'aménagement. Marie Antini Huleux, qui est donc chef de projet planification. Et Céline Béra, chef de projet urbanisme opérationnel. Voilà, donc tous 3 intervenants pour la communauté d'agglomération Pays Basque aux côtés des porteurs de projets qui sont représentés ce soir par le docteur Caroline Génébès, oncologue et radiothérapeute au centre dont il est question. Et nous avons 2 intervenantes qui nous font le plaisir de nous rejoindre ce soir et qui pourront justement intervenir aux côtés du docteur Génébès, que sont le docteur Agnès Mott, médecin coordonnateur des 3C. Nous en saurons davantage tout à l'heure. Et puis, Madame Béatrice Grénaud, qui est directrice de la Ligue contre le cancer. Merci à toutes les 2 de vous associer à cet atelier. Nous avons également à nos côtés Marion Tenay et Walter Accardi, tous 2 garants de la Commission nationale du débat public, puisque vous le verrez plus précisément tout à l'heure, cette démarche s'inscrit dans une procédure de concertation préalable du public. La Commission nationale ayant été saisie par l'agglomération, 2 garants ont été nommés pour accompagner cette procédure de concertation. Nous allons céder la parole à Marion Tenay, qui les représente, de façon à ce qu'elles puissent vous apporter un éclairage sur leur rôle et leur mission dans le cadre de cette procédure. Madame Tenay, c'est à vous. Oui, bonsoir tout le monde. Donc effectivement, comme vous l'avez dit, nous sommes sur une concertation préalable. Donc Walter Accardi et moi-même avons été nommés comme garants par la Commission nationale du débat public. Ce qui est important de souligner, c'est que nous sommes 2 personnes donc complètement indépendantes du maître d'ouvrage et de toute autre personne qui pourrait être impliquée sur ce projet. Notre mission va être bien entendu de veiller au bon déroulement de cette concertation et surtout de faire en sorte que cette concertation soit la plus ouverte possible en termes de participation. Alors c'est vrai que malheureusement le contexte actuel sanitaire nous empêche de faire un certain nombre de choses, mais en tout cas il y a des contreparties et aujourd'hui on montre bien comment on peut y arriver de différentes manières. Donc il y aura des alternatives, des modalités de cette concertation qui vont être présentées à la fin pour essayer un peu de pallier à tout ça. Donc il y a beaucoup de modalités qui vont vous permettre de pouvoir participer et ce soir en fait partie. Donc notre rôle aussi, c'est le respect d'une stricte neutralité vis-à-vis du projet, comme vous avez pu le comprendre. Et bien sûr, Walter et moi-même, nous sommes à votre écoute pour toutes les personnes qui voudraient nous contacter directement aussi, ou à travers le registre dématérialisé ou de toute autre manière. On est aussi sur le terrain si besoin, donc on est vraiment là à votre écoute.
Donc en fait, notre mission se déroule, on va dire, en 3 temps. Il y a une mission qui a été finie, qui est cette étude de contexte, où nous avons rencontré un certain nombre d'acteurs sur le terrain de différents secteurs, hein, que ce soit environnemental, du domaine de la santé, de personnes proches du site, hein, qui va vous être présenté. Donc ça, c'est en amont du lancement. Aujourd'hui, donc, nous sommes sur cette période de concertation et donc notre rôle va être de veiller à la qualité et à la sincérité de toutes les informations diffusées et bien entendu de favoriser l'expression. Donc, nous sommes là à tout moment pendant toute cette concertation. Et enfin, donc la dernière phase, donc nous serons là également sur cette phase de bilan, hein, qui est à la fin, donc dans un délai d'1 mois à la fin de cette concertation. Donc, c'est-à-dire que la concertation va se finir le 27 janvier, donc au plus tard le 27 février, nous allons réaliser un bilan qui va être une synthèse des observations, hein, tout le long de cette concertation et donc avec la présentation des propositions, s'il y en a, et le cas échéant, on va mentionner donc toutes les évolutions du projet, puisque l'objectif, c'est justement d'amender ce projet. Donc, ce bilan, bien entendu, sera rendu public, hein, à la fin de cette concertation. Et ce qui est important aussi, il fera partie constitutive du dossier d'enquête publique, qui est là une étape qui va être présentée dans le calendrier qui va vous être présenté plus tard et qui va être… donc, ce bilan sera vraiment partie constitutive du dossier d'enquête publique. Ça, c'est important aussi de le souligner. Voilà, merci. Merci beaucoup, Madame Tenay, pour ces éclairages. Nous allons donc passer au premier temps de présentation, qui est aussi un rappel. Peut-être que certains d'entre vous ont soit suivi, soit vu en différé la réunion de lancement qui présentait le projet, mais il est toujours important de repartager un socle commun de connaissances. Donc, on va vous proposer quelques éléments de rappel des points clés du projet qui vous sont présentés à plusieurs voix par Marie Antini et Pierre-Yves Dartigues. Alors, je vais commencer. Bonsoir à tous. L'idée est de vous rappeler ce qu'a dit Madame Durruti en introduction, le positionnement actuel du centre d'oncologie situé aux Allées Paulmy à Bayonne, situation, vous le voyez sur le plan, je veux dire, totalement enclavé, avec une prise en charge multidisciplinaire de 1400 patients par an au total et une équipe médicale de 48 salariés. Si on voit sur la diapo suivante, voilà. L'idée ici est de vous exposer un peu les enjeux, hein, de la relocalisation du centre d'oncologie avenue du 14 avril. Vous voyez sur le graphe de gauche l'augmentation annuelle des consultations médicales entre 2010 et 2017 qui est passée de 8 000 consultations à 11 000 consultations au sein du centre. Donc, une augmentation, je vais dire, quasi linéaire et croissante année après année, avec un rayonnement territorial du centre qui inclut l'ensemble du Pays Basque, mais aussi l'ensemble du secteur du Sud-Land également, ce qui aura son importance, hein, dans la recherche de l'emplacement idéal pour le positionnement du nouveau centre. Vous le voyez aussi sur l'orthophoto du milieu, ce positionnement enclavé avec la construction récente d'une résidence sur l'ancien emplacement de la clinique Paulmy. Et puis, une construction immobilière aussi sur le parking, jusqu'alors réservé au personnel du centre d'oncologie. Donc, situation enclavée à la fois pour le personnel, l'équipe médicale, mais aussi pour l'accessibilité pour la patientèle et les véhicules ambulances qui accèdent régulièrement au centre. Donc, vous le comprenez tout de suite, ces contraintes d'accessibilité et ce développement linéaire de l'activité du centre induisent déjà de même ce besoin de relocalisation. Alors ensuite, vous le voyez aussi sur le graphe à droite, le nombre de traitements en radiothérapie, là aussi, augmente de façon régulière entre 2012 et 2019. Donc l'impératif de déménagement du centre dans un bâtiment neuf, plus spacieux, avec à la fois plus de bureaux de consultation, des salles de traitement et des espaces dédiés aux soins de support, là aussi bien développés. Et surtout, chose essentielle, une 4e salle de traitement de radiothérapie dans un premier temps,
est un objectif indispensable pour les oncologues et le COPB. Ce qu'il faut aussi retenir de cette relocalisation, c'est les retombées économiques induites par le chantier lancé qui sont évidentes. Un développement de la création d'emplois, là aussi, qui est projeté par le centre. Et puis, l'accessibilité à un site pivot de l'offre de soins que les médecins développeront juste après dans la présentation. Alors, ce qui est aussi de retenir pour ce rappel bref du positionnement du centre, c'est, j'allais dire, les critères exposés par l'équipe des oncologues. Critères essentiels, et vous allez voir que le site du 14 avril a vite coché toutes les cases. Un foncier disponible à la vente rapidement. Nous sommes sur un foncier public appartenant à la communauté d'agglomération. Une superficie escomptée d'environ 8000 m² avec un maximum de planéité sur le site. Un site forcément très accessible, vous l'avez bien compris, et bien desservi. Donc à Bayonne et évidemment restant proche des services d'urgence, que ce soit les services d'urgence du centre hospitalier ou ceux de la clinique Bellara. Et quand on dit site très accessible et bien desservi, c'est aussi l'accessibilité tout mode, hein, automobile, piéton et surtout bus, trambus. Et un site bénéficiant d'un espace naturel à proximité, objectif très important pour l'équipe des oncologues, pour l'ensemble des développements des soins de support et d'accompagnement des traitements qu'ils souhaitent développer sur place. Donc seul le site du 14 avril avait coché, j'allais dire, tous les critères à ce niveau-là. Il a permis d'obtenir l'accord préalable de l'Agence régionale de santé pour cette implantation, cette relocalisation sur ce site. Là aussi, c'est en quelque sorte le sésame importantissime pour le COPB pour développer la suite de son projet. Donc cet accord-là était là aussi un point pivot du développement du projet. Il a été obtenu en accord de principe en février et définitivement en avril 2020. Donc, par rapport à cette démarche effectivement de recherche de sites dont parlait Pierre-Yves, il y a eu donc une analyse multicritère qui a été menée. Au départ, il y avait 16 sites. Donc, comme on vient de vous le dire, un site a été retenu au regard des critères les plus importants. Et ce site, aujourd'hui, dans le document d'urbanisme de la commune de Bayonne, le plan local d'urbanisme, est classé dans une zone à urbaniser. Donc, nécessite une évolution particulière du document d'urbanisme pour ouvrir à l'urbanisation ce site. Aujourd'hui, on est dans le cas d'une offre de soins qu'on va stabiliser, voire qu'on va pouvoir augmenter par rapport à justement l'accueil de machines supplémentaires sur le nouveau site. Et ce projet donc, est considéré comme un projet d'intérêt général qui ouvre la possibilité pour la collectivité publique de choisir une procédure particulière, à savoir une déclaration de projet en portant mise en compatibilité du document d'urbanisme. Cette procédure, par ailleurs, elle est soumise au niveau du Code de l'environnement à une évaluation environnementale. Le terrain aujourd'hui, avenue du 14 avril, est un terrain nu, non bâti, qui peut donc avoir, où le projet peut avoir des impacts particuliers sur l'environnement, sur l'état existant du site. Et tous ces impacts du projet doivent être analysés. La concertation préalable aujourd'hui qui est liée à cette procédure est effectivement liée justement à cette évaluation environnementale et de bien pouvoir débattre des différents enjeux de l'implication de ce nouveau projet sur la commune de Bayonne. Et cette procédure de mise en compatibilité, donc d'évolution du document d'urbanisme, sera à la fin de toute la démarche soumise à enquête publique de manière administrative et donc officielle pendant 2 mois. On est aujourd'hui sur un calendrier où la concertation préalable, donc avec les garants qui ont été présentés en début de session, a démarré à l'été 2020. Donc là, on est au cœur de notre concertation préalable. Et l'étape qui va suivre après cette concertation préalable, c'est de transmettre le projet justement à l'autorité environnementale pour recevoir son avis, puis de pouvoir mener un examen conjoint avec les différentes personnes publiques associées, dont notamment les services de l'État, pour recueillir leur avis sur le projet. Et s'en suivra
à peu près à l'été 2021, justement cette enquête publique pouvant amener le déménagement donc, du centre sur le nouveau site du 14 avril au premier semestre mi-2023. Alors, sur la conception du projet, trois enjeux essentiels poursuivis par l'équipe projet. Le bien-être et l'exemplarité de la démarche à travers le développement du label Osmose. Un label qui associe le fait d'agir pour la santé, d'améliorer l'efficacité, la créativité, l'équilibre de vie des collaborateurs au sein du futur site. L'intégration paysagère et architecturale, vous le verrez un peu plus loin avec le positionnement du bâtiment dans son site, mais vous avez déjà une perspective en dessous. Et puis l'accessibilité et le stationnement du site qui va épouser, on va dire, les caractéristiques topographiques du secteur avec du stationnement, là aussi semi-enterré sur place en fonction de la déclivité arrière du site. Le projet, alors un focus un peu plus précis pour que vous ayez une vision d'ensemble du projet. Donc le projet va s'implanter sur l'avenue du 14 avril sur une assiette constructible d'environ 7600 m², dont 1885 m² d'espace vert et 235 m² de patio végétalisé, à peu près 130 places de parking, dont 65 en evergreen, donc en parking végétalisé. 1270 m² de toiture végétalisée, là aussi dans une approche environnementale à la fois pour le bâtiment, mais aussi pour son intégration dans son espace et le paysage. Et ce bâtiment développera environ 3400 m² de surface utile au total, dont presque 1800 affectés aux soins. Et on l'a vu, 9 bureaux de consultation et 4 salles de traitement contre 3 actuellement. Une organisation sur 3 niveaux. Vous avez un plan de coupe en bas à droite de la diapositive avec l'accueil des patients qui sera prévu au rez-de-chaussée, un espace pour le personnel au premier étage et donc un stationnement à la fois en aérien sur l'avant du site côté 14 avril, mais aussi en contrebas et en semi-enterré, notamment pour le personnel, à l'arrière du site. Parmi les documents qui sont liés à cette procédure aussi du document d'urbanisme, donc je parlais tout à l'heure de l'évaluation environnementale, les incidences effectivement du projet sur l'environnement. Donc aujourd'hui, on est sur un pré-projet qui permet de pouvoir commencer à analyser au fur et à mesure ces impacts, et notamment en termes aujourd'hui d'état initial. Donc on est sur une prairie enherbée avec des sujets qui ont pu être identifiés comme ayant un intérêt particulier paysager et écologique. Donc, comment le projet justement va venir prendre en compte cet environnement naturel préexistant, comment prendre en compte également les risques qui peuvent être présents, les nuisances et les pollutions, les ressources naturelles, l'impact sur la gestion des eaux usées, des eaux pluviales, et bien entendu tout un champ intégrant le projet et l'accessibilité à cet équipement par rapport aujourd'hui au réseau préexistant, réseau viaire et transport en commun. Comme on se l'était dit, on peut marquer une petite pause si vous le souhaitez, de manière à pouvoir répondre à d'éventuelles questions de nos participants sur cette première présentation du projet. Avant de poursuivre, est-ce que certains ont besoin d'éclairage ou est-ce que c'est bon pour vous? C'est clair. Bon, bah écoutez, très bel exercice. On va donc pouvoir poursuivre sans difficulté. Donc le deuxième point est un point d'échange qui va associer plusieurs intervenants avec en questionnement Céline Béra notamment et le docteur Génébès et puis Agnès Motte également qui va s'associer à elle. Le premier thème, donc améliorer l'offre de soins en radiothérapie pour nos patients du Pays Basque. Trois sous-questions, 3 sous-thèmes sur lesquels cette intervention va se fonder. À la fois les enjeux auxquels répond ce projet, mais au-delà les enjeux aujourd'hui en termes de santé publique. La radiothérapie, un temps de pédagogie pour celles et ceux dont la définition n'est pas tout à fait complète ou qui ne connaissent pas le concept.
Et enfin, le parcours de soins pour comprendre quelles sont les étapes que le patient vit l'une après l'autre pendant son parcours de soins. Donc, je vous laisse à la fois Céline, Dr Génébès, Agnès Motte pour ce premier temps. Donc, premier élément sur répondre aux besoins, un enjeu de santé publique. Agnès, je pense que ça va être à toi de commencer. Je te laisse allumer ton micro peut-être. Voilà. Bonsoir à tous. Donc c'est vrai que ce nouveau projet de centre d'oncologie, c'est un véritable enjeu de santé publique. Il répond à des besoins qui font écho d'une part à des données démographiques de la population et des données épidémiologiques des cancers. Alors l'INCa nous donne des chiffres épidémiologiques concernant la population adulte. On estime à 382 000 le nombre de nouveaux cas de cancer diagnostiqués en 2018 en France métropolitaine. Ça concerne 54% d'hommes et 46% de femmes. En ce qui concerne la mortalité, le nombre estimé de décès par cancer est de 157 400 en 2018. Les estimations et les statistiques de l'INSEE nous montrent une croissance démographique et un vieillissement généralisé à l'horizon 2029. Sur le premier graphique à gauche, les moyennes annuelles de l'évolution de la population dans le périmètre d'action du nouveau projet. Vous avez en bleu le solde naturel, c'est la différence entre le nombre de naissances et le nombre de décès enregistrés au cours d'une période. Et en vert, le solde migratoire, qui est la différence entre le nombre de personnes qui sont entrées sur le territoire et le nombre de personnes qui en sont sorties au cours de l'année. Vous voyez qu'entre 2010 et 2015, la population du territoire a augmenté de plus de 2780 habitants par an en moyenne et que, d'autre part, progressivement, le solde naturel du territoire se détériore. Il se négative entre 1975 et 1982 au profit du solde migratoire. C'est la migration des populations entre régions qui devient le principal moteur de la croissance démographique, qui n'est portée que par ce seul solde migratoire. Ça démontre la forte attractivité de notre territoire et une tendance récente à la polarisation vers cette région sud-ouest. Ces migrations façonnent également le rythme de vieillissement de la population. Sur le deuxième graphique à droite, vous voyez que la population âgée progresse fortement. Le nombre de personnes de 60 ans et plus a augmenté de 10% de 2014 à 2019 et sur une projection de l'INSEE, elle progresserait de 30% entre 2014 et 2029, avec en particulier la population des 85 ans et plus qui doublerait sur cette même période. Ça démontre encore une fois la forte attractivité de notre territoire aux âges de la retraite. Donc, cette tendance, elle ne fait que s'accentuer du fait du vieillissement de la population et de l'augmentation de l'espérance de vie, mais aussi du tropisme des personnes âgées vers notre territoire. Vous voyez aussi dans le coin à droite le ratio entre aidants et aidés, qui passe de 3,2 en 2014 et qui diminuerait à 2,4 en projection INSEE en 2029. Ce qui rentre également en ligne de compte pour nous au Centre de coordination en cancérologie, c'est que le pourcentage des personnes de 75 ans et plus dans la répartition des patients enregistrés pour un cancer représente 33% des dossiers que nous enregistrons. Voilà, diapo suivante. Alors, en parallèle, le nombre de patients qui sont pris en charge au centre d'oncologie de radiothérapie du Pays Basque n'a cessé d'augmenter ces dernières années. Alors, pour illustration à gauche, le graphique qui représente le nombre d'enregistrements de fiches RCP. Alors, on va développer un petit peu plus tard ce qu'est une RCP, autrement dit une réunion de concertation pluridisciplinaire, mais c'est le reflet de nombre de cas de cancer sur notre territoire. Donc, voilà, cette évolution est malheureusement flagrante ces dernières années. Et à droite, également,
du nombre de traitements de radiothérapie au centre d'oncologie de radiothérapie du Pays Basque, qui a atteint près de 1800 traitements sur l'année 2019. Actuellement, le centre a 3 machines de traitement et le nombre important de patients à traiter propose d'avoir des plages de traitement assez larges, hein, de 7h30 du matin à souvent 20h30 le soir, voire au-delà. Et donc, ce qui nous a poussé à demander cette délocalisation du centre, ce transfert du centre, c'est de pouvoir bénéficier de davantage de places pour accueillir une 4e machine de traitement, ce qui va nous permettre de pouvoir prendre en charge tous les patients de notre bassin de population, avec surtout, ce qui est très important en cancérologie, des délais de prise en charge qui sont bien sûr conformes aux recommandations et qui doivent être bien sûr les plus courts possibles pour ne pas compromettre le pronostic des maladies de nos patients. Et puis le deuxième aspect, c'est bien sûr, comme l'a souligné en préambule monsieur Dartigue, faciliter l'accessibilité au centre pour nos patients. Actuellement, le centre est complètement enclavé et donc le challenge était de trouver aussi un site qui puisse rester central, bien sûr, par rapport à nos 2 principaux partenaires, que sont le centre hospitalier de la Côte Basque à Bayonne et la clinique Bellara à Bayonne, en restant aussi central vis-à-vis de tous les patients qu'on peut prendre en charge, de la frontière espagnole et également jusqu'au sud des Landes pour les patients qui sont plus proches de Bayonne que de Dax, qui est un autre site de traitement de radiothérapie. Alors, un petit peu de pédagogie. Alors, c'est vrai que la radiothérapie, ça parle pas forcément à tout le monde et c'est souvent quelque chose qui fait un petit peu peur. Donc, je vais vous présenter en quelques diapositives très simples, je vous rassure de suite, ce qu'est la radiothérapie. Donc, il faut savoir que la radiothérapie, c'est un traitement dit loco-régional des cancers. Donc, c'est un traitement qui est ciblé et qui consiste à utiliser des rayonnements ou des rayons, comme on le dit de façon très simple, dans l'objectif de détruire les cellules cancéreuses en bloquant leur capacité à se multiplier. Et on parle de radiothérapie externe parce qu'on utilise une machine qui fabrique un faisceau de rayons et ce faisceau de rayons va traverser le corps du patient et venir cibler au maximum grâce au progrès technique la tumeur. Voilà, il faut savoir que plus de la moitié des patients qui ont un cancer auront dans leur parcours de soins besoin d'un traitement de radiothérapie. Donc effectivement, c'est un pilier central dans la prise en charge du cancer. Alors, comment ça fonctionne? C'est souvent quelque chose qui intrigue, parce que ces faisceaux de rayons, on ne les voit pas, on ne les sent pas. En fait, les rayonnements ionisants, les rayons, vont venir abîmer l'ADN des cellules. Alors, l'ADN, c'est le cerveau, le noyau de la cellule. Et quand l'ADN des cellules est abîmé, eh bien, les cellules ne peuvent plus se multiplier, elles finissent par mourir. Alors ça, c'est le cas pour les cellules tumorales, ce qui permet d'avoir un effet différentiel. Alors les rayons ne vont pas faire la sélection entre une cellule tumorale et une cellule saine quand ils traversent le corps humain, mais l'avantage, c'est que les cellules tumorales, quand leur ADN est abîmé, elles n'ont pas de moyen de détecter qu'elles ont été abîmées, elles n'ont pas de moyen de pouvoir mettre en place des systèmes de réparation et donc elles finissent par mourir. Contrairement à des cellules saines qui, elles, quand elles sont abîmées par des rayonnements ionisants, ont la capacité, pour la majorité, de détecter qu'elles ont été abîmées et la capacité à mettre en place des systèmes de réparation, ce qui explique que oui, bien sûr, il y a des effets secondaires de la radiothérapie, mais dans l'immense majorité des cas, ces effets secondaires sont réversibles parce que les cellules saines ont la capacité à se réparer. Alors l'enjeu, ça va être grâce aux progrès techniques effectués ces dernières années et qui ne cessent
de continuer de cibler au maximum pour la tumeur pour avoir le maximum d'efficacité, bien sûr, contre les cellules tumorales, tout en minimisant l'irradiation des cellules saines autour qui, certes, peuvent se réparer, comme je l'ai dit, mais enfin, il faut quand même limiter au maximum la toxicité sur ces organes avoisinés. Alors, la radiothérapie, on l'utilise pour beaucoup de tumeurs. Hein. L'immense majorité des tumeurs sont dites radiosensibles, c'est-à-dire qu'elles sont sensibles au rayonnement ionisant. Alors, par exemple, on peut les utiliser pour les tumeurs cérébrales, les tumeurs de la sphère ORL, les pathologies digestives comme les tumeurs de l'œsophage, du rectum, du canal anal, les pathologies urogénitales et les cancers de la prostate notamment, les tumeurs gynécologiques avec certaines formes de cancer de l'utérus, et cancer du poumon également, et pour également le cancer du sein qui représente là aussi la plus grande majorité de nos cas la plus grande majorité de nos indications de traitement. Alors, la radiothérapie peut être utilisée dans plusieurs objectifs. Hein. On peut l'utiliser soit, on dit, à visée curative. Donc là, l'objectif de l'irradiation, c'est de guérir la maladie tumorale. Alors, les rayons peuvent y arriver seuls. C'est le cas pour des petits cancers du poumon, c'est le cas pour des cancers de la prostate qui sont localisés, mais la radiothérapie peut être aussi associée à d'autres traitements. Alors, elle peut souvent être associée à une chirurgie. Alors, soit on fait une irradiation préalablement à la chirurgie dans l'objectif est de essentiellement réduire au maximum le volume tumoral, parce que plus la tumeur est petite à opérer, plus bien sûr on facilite le geste du chirurgien. Soit on peut l'utiliser après une chirurgie quand on s'aperçoit en analysant la pièce opératoire que la maladie présente des caractéristiques qui nous feraient craindre un risque de récidive élevé. Donc on vient utiliser la radiothérapie en consolidation pour venir bien stériliser entre guillemets la zone traitée. On peut aussi utiliser la radiothérapie en même temps qu'un traitement général de chimiothérapie dans l'objectif de venir sensibiliser les cellules tumorales à l'action des rayons. La chimiothérapie est dite radiosensibilisante, c'est-à-dire que quand on fait des rayons en même temps que ne serait-ce que des petites doses de chimiothérapie, le plus souvent on arrive à faire en sorte que les rayons soient encore plus efficaces, et donc pour des maladies qui sont un petit peu plus évoluées, on a besoin de ce coup de pouce-là. Donc ça, c'est pour la radiothérapie à visée donc curative. Et puis, il y a des maladies pour lesquelles, malheureusement, on n'est plus dans un objectif de guérison. Des maladies qui sont généralisées avec des métastases. Alors là, c'est les traitements systémiques, généraux, de chimiothérapie, d'immunothérapie qui permettent de maîtriser la maladie et faire en sorte que le patient vive le mieux possible avec et le plus longtemps possible, bien entendu. Mais là, on peut avoir recours ponctuellement à des séances de radiothérapie dites symptomatiques quand il y a notamment des métastases au niveau des os qui peuvent être bien sûr douloureuses pour les patientes. Et la radiothérapie a cette possibilité-là d'avoir un effet dit antalgique, c'est-à-dire de soulager les douleurs liées à ces métastases-là. Donc on a également en soins de façon heureusement et voilà, récurrente des patients qui viennent nous voir parce que les traitements généraux ont fait beaucoup de progrès. Donc les patients vivent longtemps avec la maladie, c'est pour ça que je dis heureusement, et c'est des patients qui viennent à plusieurs reprises ponctuellement de temps en temps pour faire quelques séances de radiothérapie pour les soulager dès qu'il y a des douleurs qui apparaissent quelque part. Voilà. Alors, tout ça est très technique et heureusement, il y a beaucoup de visages humains derrière la radiothérapie. Alors, pour expliquer, le centre de radiothérapie, c'est une équipe qui est complètement multidisciplinaire et c'est une chaîne de travail et tout le monde est indispensable et on ne pourrait pas faire les uns sans les autres. Alors, il y a d'abord les oncologues radiothérapeutes, donc ça, c'est les médecins qui sont spécialisés dans les traitements de radiothérapie. Ce sont les responsables du traitement et ils participent, comme va le préciser tout en suivant Agnès, ce qu'on appelle les réunions de concertation pluridisciplinaire, là où
on décide de façon collégiale du choix de traitement. Ils reçoivent les patients pour leur expliquer l'indication, le déroulement du traitement et ils participent à la préparation du traitement et assurent ensuite, bien sûr, les suivis en cours de traitement et une fois que les traitements sont terminés pour s'assurer de l'absence de récidive les années qui suivent le traitement d'un cancer. Associés aux oncologues radiothérapeutes, on travaille avec nos chers radiophysiciens ou physiciens médicaux qui se sont formés à la radiothérapie. Et en collaboration avec nous, ils déterminent les modalités précises du traitement, c'est-à-dire le type de rayon utilisé, le dosage, leur énergie, la répartition. Et ils sont surtout chargés du fonctionnement et du contrôle qualité, et ça c'est primordial en radiothérapie, des appareils de radiothérapie pour assurer la sécurité permanente de nos patients. En association, le dosimétriste qui participe à la fois avec nous les médecins et les physiciens au calcul de la dose de rayon et à la planification du traitement qui sont un maillon voilà, vraiment très, très important dans la chaîne de traitement. Donc voilà, ça c'est deux corps de métier que les patients ne voient pas vraiment, hein, les physiciens médicaux et les dosimétristes. Le corps de métier que vraiment le patient voit au quotidien, eh bien, ce sont les manipulateurs radio, qui sont les techniciens responsables du maniement des appareils de radiothérapie. Ce sont eux qui accueillent les patients tous les jours, qui les installent sur l'appareil de traitement, qui s'assurent que le positionnement est correct et voilà, qui font le lien un petit peu et s'assurent qu'il n'y ait pas de réaction anormale, hein, même s'il y a des consultations de surveillance médicale prévues régulièrement, mais ce sont eux qui accueillent au quotidien les patients. Bien sûr, nous avons la chance de travailler avec des secrétaires médicales qui sont presque nos assistantes, hein, parce que voilà, elles accueillent les patients et elles participent beaucoup à la qualité de l'accueil et à nous aider, médecins, dans la gestion du suivi des patients. Et puis, on n'a pas mis les photos, mais on travaille aussi avec un psychologue, nous avons une attachée de recherche clinique, des techniciens qui s'assurent également de la maintenance de nos appareils de traitement, et puis des agents administratifs et d'entretien. Au total, c'est une équipe de 48 salariés. À nouveau une pause si vous en êtes d'accord et pour vous proposer, si vous le souhaitez, un temps d'échange et de complément sur ces premiers points qui ont été évoqués. Oui, moi je veux bien poser une question, s'il vous plaît. Oui, on vous écoute, Madame Kaour. Oui, bonjour. Alors, moi j'ai fait une formation, un diplôme universitaire, donc formation à la mission d'accompagnant du parcours patient cancérologie. Et je voulais savoir si dans votre équipe, vous avez envisagé d'avoir un patient expert quoi, pour aider les malades qui seraient en demande. Dans le nouveau pôle médical que vous... D'avoir un patient, vous voulez dire, qui puisse, qui a eu l'expérience d'un traitement et qui puisse... Oui, c'est ça. Accompagner les nouveaux. D'accord. Alors, pour l'instant, c'est pas quelque chose qu'on a envisagé. Alors, on a mis en place, et on va en discuter dans les diapositives suivantes, ce qu'on appelle le temps accompagnement soignant. Donc ça, c'est un temps dédié qui est effectué par certains manipulateurs radio qui reprennent toutes les informations qui ont pu être fournies au cours de la consultation médicale. Alors, c'est vrai, quand un patient arrive en consultation médicale, alors la plupart du temps, bien sûr, l'annonce du cancer a été faite, mais c'est vrai que c'est un moment qui est difficile pour lui. Et, bon, il y a quand même beaucoup d'informations qui sont délivrées et c'est difficile de tout emmagasiner pour lui. Et donc, on reprend toujours les informations qui ont été données par le médecin dans le cadre de ce temps dédié où le manipulateur radio reprend les informations et réexplique tout le déroulement du patient. Et c'est également un moment où le manipulateur radio peut identifier, alors nous on le fait aussi en amont, mais c'est vrai que
parfois les patients se livrent un peu plus facilement qu'aux médecins, le manipulateur radio peut identifier à l'occasion de ce temps accompagnement soignant des difficultés ou des faiblesses particulières, notamment psychologiques, sociales, diététiques. Et c'est à ce moment-là que le manipulateur radio va orienter justement, alors soit vers notre psychologue, soit vers notre diététicienne, mais c'est également à ce moment-là qu'on fait part d'associations comme la Ligue contre le cancer, où le patient pourra trouver énormément de réponses, de soutien par rapport à toutes les difficultés qu'il puisse rencontrer. Mais pour l'instant, pour répondre précisément à votre question, non, en tout cas au sein du centre, on ne met pas, on n'a pas envisagé pour l'instant de faire appel à d'anciens patients pour pouvoir discuter avec les patients, les nouveaux patients. Je suis directrice du comité des Pyrénées-Atlantiques de la Ligue contre le cancer. C'est Frédérique Gess qui est directrice de la Ligue nationale contre le cancer. Nous avons à cœur pour 2021 de mettre en place le patient ressources. Nous avons une bénévole qui a eu donc un cancer colorectal, qui a écrit un livre et qui est venue vers nous. Et aujourd'hui, enfin cette semaine, nous avions la semaine des missions sociales à la Ligue, du 1er au 3 décembre. L'atelier s'est fini tout je vous invite à venir nous rencontrer au comité des Pyrénées-Atlantiques 66 à Les Marines, parce que c'est vraiment un vrai sujet. La Ligue nationale et la fédération a à cœur de reprendre en main patient ressources expert. Je crois qu'on va plus vers le patient ressources. Donc Isabelle, ravie. Passons à la partie suivante, si ça vous convient, avec nos intervenantes pour évoquer le parcours de soins actuel du patient nécessitant un traitement par radiothérapie. Et le choix du traitement va dépendre d'une part des caractéristiques du cancer, de sa localisation, de son type, de son stade, qui vont être définis par des examens du bilan diagnostique qui est souvent effectué par le médecin spécialiste d'organes, c'est-à-dire le gastro-entérologue, l'ORL, le gynéco, l'uro, le dermato. Le choix du traitement repose également sur les données personnelles du patient, son âge, ses antécédents médicaux, chirurgicaux, son état de santé général. Le médecin va aussi recueillir son avis et ses préférences autant que possible. Le choix du traitement va s'appuyer sur des recommandations de bonnes pratiques qui sont des outils d'aide à la décision destinés aux professionnels de santé. Ces guides sont élaborés à partir d'avis d'experts et à la suite de l'analyse d'essais cliniques. Et elles décrivent, ces recommandations, les solutions de prise en charge diagnostic, traitement ou de suivi, les mieux adaptées selon le type de cancer et son stade. La prise en charge de chaque cancer relève de plusieurs spécialités médicales. La situation de chaque patient est discutée au cours d'une réunion qui s'appelle réunion de concertation pluridisciplinaire, ce qu'on appelle les RCP. Ce sont des réunions qui rassemblent au moins 3 médecins de spécialités différentes. En général, il y a le spécialiste d'organes, le chirurgien, l'oncologue médical, l'oncologue radiothérapeute. Il y a aussi parfois le médecin pathologiste, le radiologue. Donc, au niveau du centre de coordination de Bayonne, les médecins se réunissent quasiment toutes les semaines. Il y a 7 RCP d'organes différentes, quasiment une par jour. Voilà, donc sur la base de ces réunions de concertation pluridisciplinaire, à l'issue de ces réunions de concertation pluridisciplinaire, le médecin référent du patient revoit le patient et discute avec lui de la proposition de traitement qui a été établie. C'est ce qu'on appelle la consultation d'annonce. Donc, Caroline l'a évoqué précédemment. C'est une consultation un peu spécifique au cours de laquelle le médecin va prendre du temps pour expliquer les caractéristiques de la maladie, les traitements proposés, les bénéfices attendus et parfois les effets secondaires possibles. C'est une consultation importante
Il peut être utile que le patient soit accompagné de l'un de ses proches. Il faut également qu'il prenne le temps de poser toutes les questions qui lui sont nécessaires et le médecin doit vraiment s'assurer qu'il ait bien compris toutes les informations délivrées. À l'issue de cette consultation, on formalise cette proposition de traitement par un document qu'on remet au patient qui s'appelle le programme personnalisé de soins et qui comporte un peu le calendrier des soins, les dates des traitements, les durées et les coordonnées également de tous les professionnels de santé que le patient va être amené à rencontrer au cours de son parcours de soins. Ce programme personnalisé de soins qu'on appelle PPS va évoluer aussi en fonction de l'évolution de la maladie. Et après cette consultation médicale, si le besoin s'en fait sentir, le médecin peut adresser, donc, comme l'évoquait également Caroline précédemment, le patient vers un autre soignant. Donc, au centre de radiothérapie, il s'agit des manipulateurs de radiothérapie qui proposent au patient un autre entretien où il va pouvoir réexpliquer les informations délivrées par le patient et c'est un temps d'écoute où le patient va pouvoir de nouveau poser les questions qui lui sont utiles. Au cours de cet entretien, il va y avoir également une évaluation des besoins en soins de support ou soins complémentaires. En général, c'est une prise en charge psychologique ou une prise en charge sur le plan social. Et le manipulateur va pouvoir orienter le patient vers les professionnels concernés. Alors, une fois que le patient donc, a rencontré le médecin pour lui expliquer le traitement, l'étape qui suit, c'est vraiment l'étape de préparation du traitement de radiothérapie. Donc, il y a la première étape qu'on appelle le scanner de centrage ou le scanner de repérage. Et en fait, c'est à partir de ces images scanners qu'on va permettre de bien déterminer la zone à traiter. Et c'est à partir de ces images tridimensionnelles qu'on va pouvoir préparer toute la suite. Alors, c'est un moment qui est important parce que c'est à partir de ce jour-là qu'on détermine la position de traitement, c'est-à-dire que on va pouvoir préparer le traitement vraiment à partir de la position du patient ce jour-là, le jour du scanner. Et c'est ensuite la position qu'il aura à avoir à chacune des séances de radiothérapie. On va voir qu'il peut y avoir beaucoup de séances de radiothérapie. Hein. Il peut y avoir jusqu'à 39 séances de radiothérapie, donc c'est beaucoup. Et donc, il faut qu'on s'assure que la position dans laquelle on va placer le patient le jour du scanner de repérage soit une position qui soit facilement reproductible. Et donc, on a souvent... on fait souvent appel à des systèmes, on dit, de contention. Alors, ça peut paraître un petit peu barbare comme ça. Alors, il y a toujours le masque qui est très impressionnant hein, sur l'image de gauche pour traiter des tumeurs localisées au niveau du cerveau ou au niveau de la gorge. Il est important que la position de la tête et du cou soit positionnée rigoureusement à chacune des séances de la même façon. La radiothérapie a fait beaucoup de progrès. Les traitements sont désormais ultra ciblé, mais en contrepartie, il faut que la position du patient soit rigoureusement la même. Ensuite, à chacune des séances, donc on peut être amené à utiliser des systèmes de contention comme celui-là, ou sur l'image de droite pour traiter, par exemple, un sein, pouvoir voilà, mettre en place le patient sur un plan, on dit, incliné pour qu'il ne soit pas complètement à plat avec les bras relevés au-dessus de la tête. Donc ça, c'est la première étape qui nous permet de pouvoir lancer la chaîne de travail avant la première séance de traitement. Alors l'étape qui suit, c'est l'étape de dosimétrie. Donc, c'est une étape qui est complètement... voilà, le patient ne se rend pas compte de tout le travail qui est fait en amont de la première séance. Alors, à partir d'une fois qu'on a fait le scanner, en fait, on récupère les images du scanner. La première étape, c'est le médecin oncologue radiothérapeute qui travaille. Hein, ça va être de déterminer coupe par coupe sur chacune des images du scanner où est la maladie qu'on voit. Alors, on peut s'aider d'autres modalités d'imagerie. Si le patient a fait des IRM au préalable ou des TEP scanners, on s'en sert bien entendu. Et puis, la connaissance précise de l'histoire naturelle, on dit, des cancers, c'est-à-dire de savoir quelle est, voilà, où est-ce que les cellules tumorales, en fonction du type de maladie, pourraient migrer sous forme voilà, infraradiologique, c'est-à-dire qu'on ne pourrait pas voir encore au scanner, mais la connaissance
connaissance parfaite de ces maladies, de par notre formation, nous indique vraiment les zones sur lesquelles il faut être vigilante, même si ce sont des zones sur lesquelles, sur les images scanners, on ne voit pas la maladie, on sait que la maladie pourrait s'étendre vers là, donc c'est bien prendre en considération ces zones à risque-là. Et ensuite, le médecin détermine la dose de traitement, bien sûr, qui varie en fonction du type de cancer, ce qui explique que selon le type de cancer, eh bien, le nombre de séances de radiothérapie pourra être très différent. On va revenir à la diapositive d'avant. Et ensuite, ce sont nos collègues dosimétristes et physiciens qu'on voit sur la photo de droite qui vont faire ce qu'on appelle une planification, c'est-à-dire vont déterminer comment placer au mieux les faisceaux de traitement, l'énergie des rayonnements pour couvrir, traiter au maximum la zone que le médecin aura déterminée, tout en épargnant, et c'est le challenge, notre challenge au quotidien, tout en épargnant au maximum tous les organes autour pour bien sûr limiter au maximum les toxicités. On peut passer à la diapositive qui suit cette fois-ci. Donc, une fois que tout le traitement a été préparé, on passe vraiment voilà, de traitement. Alors, le rythme est très variable, comme je vous l'ai dit, selon le type de maladie. On peut faire de 1 à 10 séances de traitement pour venir soulager les douleurs. Alors, les séances, c'est 1 fois par jour, du lundi au vendredi. Ça ne dure pas très longtemps, hein. Les patients restent un quart d'heure sur place. Et dans le quart d'heure, il y a l'accueil par les collègues manipulateurs radio, l'installation sur la machine de traitement et la séance en elle-même. Mais ça peut être des traitements qui s'étalent jusqu'à 39 séances, qui fait quasiment 8 semaines de traitement pour traiter notamment les cancers de la prostate. Et donc ça, effectivement, c'est des traitements qui sont très, très contraignants pour les patients, notamment pour les patients qui viennent de loin. Donc, les patients sont accueillis par les manipulateurs radio qui les installent sur l'appareil de traitement. Et donc, toute la difficulté, c'est de retrouver au quotidien rigoureusement la même position de traitement que le jour du scanner de préparation qui nous a servi de base à toutes les préparations. Alors, bien sûr, la machine, au début de chaque séance, fait des imageries de contrôle. Elle peut être amenée à faire comme un scanner quotidien qui sera comparé de façon automatisée grâce au progrès technique à notre scanner de référence de départ pour ajuster au dixième de millimètre et degré près la position du patient en faisant simplement bouger la table sur laquelle le patient est allongé pour vraiment retrouver la bonne position de la tumeur sous l'appareil de traitement. On peut passer à la diapositive suivante. Pendant la séance de traitement, donc, le patient est allongé. Bien sûr, on lui demande de ne pas bouger. L'appareil tourne autour de lui en restant toujours à 1 mètre de lui. Hein, l'appareil ne le touche jamais. C'est un moment où le patient ne voit rien et ne sent rien. Le faisceau d'irradiation est complètement invisible et voilà, il ne procure aucune sensation au patient. Le patient est bien sûr seul dans la salle de traitement. Il est bien sûr surveillé par nos collègues manipulateurs. On voit sur la photo de droite les caméras qui permettent de surveiller le patient. On peut également communiquer avec lui si besoin. Et le plus long dans la séance, dans le quart d'heure, c'est vraiment l'installation du patient, la vérification de la position qui est primordiale. Le temps de traitement en lui-même, le temps où le faisceau de traitement est délivré, c'est un traitement c'est un temps assez court. Hein. C'est souvent 3 à 4 minutes durant lesquelles l'irradiation est vraiment délivrée. Voilà. Le boulot, on peut passer à la diapositive qui suit. Le travail de l'oncologue, du médecin, ça va être bien sûr de suivre le patient de façon très régulière en cours de traitement et de se rendre disponible pour lui si jamais il y avait des soucis qui nécessitent une consultation qui n'est pas prévue. Bien sûr, on est entièrement à la disposition des patients pour faire en sorte que le traitement se passe le mieux possible et de gérer les effets secondaires. Hein, comme je vous l'ai dit, même si les traitements sont très ciblés, on essaie de limiter. Les effets secondaires sont beaucoup plus limités qu'il y a quelques années en arrière grâce au progrès technique, mais ça n'empêche qu'il peut bien sûr y en avoir. Et donc, le but des médecins, ça va être de faire en sorte de les gérer au mieux et d'accompagner le patient jusqu'au bout de ces séances. Tout en fait partie intégrante de la chaîne de soins, notamment dans le cadre du suivi où on suit, alors bien sûr en alternance et en collaboration avec les autres spécialistes d'organes, mais on suit les patients au moins 5 années après le traitement, 1 à 2 fois par an, voire plus, pour s'assurer qu'il n'y ait pas d'effets secondaires à plus long terme et surtout s'assurer qu'il n'y ait pas de récidive de la maladie.
Alors, la relation entre le centre d'oncologie et les autres établissements de santé, au niveau de notre territoire de santé, il existe vraiment une filière territoriale en oncologie. Alors, le traitement du cancer fait appel à plusieurs techniques qui, en fonction de la typologie de la tumeur, vont être plus ou moins combinées. Donc, il s'agit de la chirurgie, de la radiothérapie, de la chimiothérapie, de la radiologie interventionnelle. Et les établissements du territoire de santé qui sont autorisés au traitement du cancer en lien avec le centre d'oncologie et qui assurent donc chirurgie et chimiothérapie dans le Pays Basque sont le centre hospitalier de la Côte Basque, la clinique Bellara, la clinique Aguilera et la polyclinique Saint-Jean-de-Luz. Pour prendre en charge l'atteinte de cancer, ces établissements doivent disposer d'une autorisation spécifique qui est délivrée par l'Agence régionale de santé, qu'ils soient publics ou privés, y compris donc les centres de radiothérapie libéraux, et qui sont concernés par des obligations réglementaires qui caractérisent ce dispositif. Voilà, que si vous voulez, je pourrais détailler plus tard si ça vous intéresse. Diapo suivante. Alors, on est sur un nouveau temps de respiration de questions-réponses avec nos intervenants. Est-ce que certains d'entre vous souhaitent avoir des précisions? Ça a été à la fois pédagogique et très précis. Merci beaucoup, Dr Geneves. Est-ce qu'on a des demandes complémentaires? Oui, très pédagogique, hein. Du coup, on n'a pas de questions complémentaires. J'aurais une petite question sur les traitements des données et les serveurs associés avec une machine supplémentaire. La représentation de pouvoir s'équiper aussi, est-ce que ça joue aussi dans cette phase de déménagement et cette opportunité ou est-ce que ça représente peu? Je n'arrive pas à me rendre compte. Mais en tout cas, c'était extrêmement pédagogique. J'ai appris beaucoup, moi, de mon côté. Donc, il y a à la fois la place que nécessite cette salle où il y a l'appareil de traitement et ça, on est sur une surface de plus de 50 mètres carrés, hein, donc ça représente quand même un grand espace. Et ensuite, il y a bien sûr tout l'informatique de contrôle. Alors, les progrès ont été faits quand même pour désormais un peu plus compresser, mais ça nécessite quand même un petit peu de place. Mais c'est surtout la pièce d'accueil de l'accélérateur de particules de l'appareil de traitement qui prend beaucoup de place. Donc en fait, avec cette nouvelle machine, il y aura de nouveaux médecins, radiothérapeutes qui vont arriver ou ils sont déjà en place? Alors, ils sont déjà en place parce que voilà, c'est un gros projet avec beaucoup de travail en amont. Et donc, déjà, pour venir nous seconder, alors nous étions 4 médecins oncologues radiothérapeutes, un radiothérapeute qui vient pour l'instant nous seconder, nous libérer un petit peu de temps pour pouvoir participer à ces réunions-là et puis pour pouvoir avancer également par la suite, hein, bien sûr, sur la suite du projet de la construction. Et donc, c'est un poste, bien sûr, qu'on gardera après parce que voilà, le nombre de patients ne cessant d'augmenter, voilà, il faut quand même avoir du renfort d'un point de vue médical. Et donc, ça implique aussi, dans la mesure où il y aura une 4e machine de traitement, l'embauche de d'autres manipulateurs radio. Merci beaucoup. Est-ce qu'on a d'autres questions? On passe peut-être à l'étape suivante avec à nouveau le docteur Geneves et Madame Greno. Oui, alors l'étape qui suit, c'est le développement des soins de support au sein du nouveau centre de radiothérapie. Donc, je vais d'abord laisser la parole à Béatrice qui va expliquer ce que sont les soins de support et notamment les missions au sein de la Ligue contre le cancer. Oui, merci Caroline. Qu'est-ce que sont les soins de support à côté du plan personnalisé des soins? Ça regroupe l'ensemble des soins et soutiens nécessaires aux personnes malades tout au long de leur maladie. Nous, à la Ligue, évidemment, nous sommes connus pour le soutien à la recherche. Nous sommes connus pour la prévention et la promotion des dépistages et souvent bien moins connus sur nos missions sociales que sont cet accompagnement au travers de ces soins de support. Avec un panier référentiel qui est celui du panier INCA,
donc avec les prises en charge douleurs, diététiques, psychologiques et les charges sociales. Nous avons une commission sociale, nous travaillons avec les assistantes sociales des établissements de santé, des collectivités territoriales, du département. Et ça, c'est quelque chose à la fois qu'on ne connaît pas bien. Nous avons dans les Pyrénées-Atlantiques 2 espaces ligues et une antenne à Oloron, donc où on fait l'accueil, mais nous avons aussi les soins de support à domicile et les soins de support dans les établissements de santé, donc ce qui vise à assurer la meilleure qualité de vie possible. Donc on le rappelle sur le plan physique, psychologique et social. Aujourd'hui, ça permet aussi d'aider, on a ouvert effectivement ces soins de support aux aidants et à soutenir aussi l'entourage du patient parce qu'ils sont de plus en plus nombreux. On l'a ouvert à la nationale voilà, sur ces soins dits de bien-être, avec aussi des ateliers collectifs, effectivement, avec le soutien de l'ARS et de la CARSAT pour le domicile, en atelier de nutrition. Voilà. Alors, effectivement, nous offrons une moyenne de 3 à 4 soins pour ces patients. L'idée, c'est vraiment de consolider avec les établissements qui aujourd'hui, les établissements de santé ont bien compris la nécessité d'ouvrir ces soins de support. Et c'est pour ça que très tôt, Dr Genebès et Dr Bobin se sont rapprochés de nous pour fonctionner avec la meilleure approche possible de cette complémentarité de soins de support. Donc, la diaporama suivante pourra peut-être voilà, vous dire que ces soins de support ont été plébiscités par le 3e plan cancer et qui permettait cet accès, un accès à un nombre maximal de personnes avec, je le rappelais tout à l'heure, ce socle de base que s'emparent aujourd'hui les établissements de santé. L'hôpital du Pays Basque, de la Côte Basque, va ouvrir 4 lits en soins de support et ça, nous le plébiscitons. Nous plébiscitons aussi le centre de radiothérapie d'accompagner ces soins de support en complémentarité et nous allons innover, nous inventer à trouver cette complémentarité. Il n'y a aucune concurrence. Notre intérêt est d'être vraiment au plus proche de tout ce parcours et à nous aussi d'ouvrir certainement des voies possibles sur l'activité physique, le conseiller d'hygiène de vie. Et voilà, nous travaillons aussi à la préservation de la fertilité. Nous avons un médecin sur le Béarn qui a œuvré longtemps dans sa carrière de gynécologie pour travailler effectivement à cette approche de fertilité, mais aussi dans la sexualité. Voilà, donc peut-être diapo suivante. Si, voilà. Donc, alors je pense que ce que la Ligue a fait depuis plusieurs années, c'était finalement de déployer à la nationale ces soins de support, donc je le rappelais, à domicile ou dans nos espaces Ligue, mais c'est surtout aussi de travailler à d'autres accompagnements. Aujourd'hui, la socio-coiffure, la socio-esthétique dans les traitements et dans le soin, l'intégrité de la personne est très, très importante. Nous allons proposer pour 2021, le comité des Pyrénées-Atlantiques, donc je le dis un peu en avant-première, nous aurons un conseil d'administration le 16 décembre, 3 heures, donc 47 permanences annuelles avec 3 heures en socio-esthétique au centre de radiothérapie justement, donc c'est une première puisque nous n'avions pas été à soutenir l'offre de soins, mais aussi à l'hôpital de Saint-Palais. Voilà, c'est quand même très important, c'est pour ça que les soins aussi à domicile sont soutenus, parce qu'il faut tenir compte aussi de ce territoire que nous avons, urbain mais rural aussi. Voilà, donc ça, on est très heureux de pouvoir le proposer et je pense que je n'ai pas trop de peine à imaginer que ce sera plébiscité. Voilà, aujourd'hui, les soins de support dans les établissements représentent une enveloppe de 100 000 €. Voilà, et je rappelle qu'on le doit à tous nos donateurs et tous nos soutiens et nos partenaires étatiques aussi avec l'ARS et la CARSAT pour le domicile. Voilà, donc par contre, ce qui est très important, c'est qu'on a des conventions type avec des prestataires en soins de support diplômés. Nous faisons très attention aux chartes de bonne pratique. Pour exemple, le Reiki ne fait pas partie des soins de support que nous recommandons. Nous faisons très attention, nous sommes associés à la fédération, au site de Millivud, voilà, pour les dérives sectaires. Voilà, donc on est là-dessus garant de nos prestataires et je reconnais que sur notre territoire 64,
Nous avons des très bons échos de tous nos professionnels, que ce soit en sophrologie, réflexologie et socio-esthétique. Voilà. Et là-dessus, nous pouvons accompagner les établissements de santé vers cette démarche de bonne pratique et d'accompagnement. Donc voilà, nous devons respecter les recommandations de la fédération et aussi tenir compte de l'offre locale entre les associations voilà, qui œuvrent pour aussi la lutte contre le cancer, hein, voilà, comme Mieux vivre son cancer ou d'autres, et de voir aussi avec les établissements de santé, ben voilà, si vous allez sur ces sujets d'offre de soins de support, ben nous, on devra aller en complémentarité. Voilà. Je pense que je vais peut-être avoir des chiffres derrière. Donc, sur l'année 2019, un petit zoom, nous n'avons pas fini notre budget prévisionnel, ou en tout cas notre rapport d'activité 2020. Savoir que notre commission sociale se réunit 2 fois par mois, et là, on est tout en dématérialisation. Cette grande dame de 103 ans a changé de paradigme, on va dire, et nos comités ont dû s'adapter fortement à faire que ces soins de support en sophro ou en pleine conscience soient dématérialisés, en nutrition, les ateliers de nutrition. Donc, je salue là grandement le travail et la réactivité et la preuve aujourd'hui, cette dématérialisation. Donc, cette commission sociale avec 2 médecins, 2 assistantes sociales à la retraite se réunissent. On a pu en soutenir 99 familles, bon, une centaine de familles dans le 64, voilà, avec un montant de 30 000 €. Voilà, et ça vient soutenir effectivement des aides existantes et voilà, ils portent à 62% sur la vie quotidienne et 38% sur l'aide humaine. Je laisse la prochaine diapo. Voilà. Alors, l'action au domicile des patients, nous avons été soutenir donc, avec 527 soins de support à domicile pour 83 patients. Donc là, en situation de grande fragilité. Donc là, on est en vraie dépendance, l'autonomie, et il n'y a pas d'autonomie et donc ne peuvent pas aller ni dans les établissements de santé, ni dans nos espaces ligues. Donc ça, c'est quand même très important. Je suis heureuse de pouvoir, la semaine prochaine, de pouvoir redémarrer ces soins de support à domicile. On en a de plus en plus et il faut qu'on aille vraiment dans ce sens-là. À nous d'aller chercher d'autres partenaires que la CARSAT pour ce volet. Dans les établissements, voilà, c'était plus de 2379 heures réalisées. Voilà, et avec 3083 soins effectués auprès de à peu près 3000 patients parce que c'est pratiquement un soin par patient. Et donc, dans nos espaces ligues qui sont peut-être moins connus finalement, donc on a fait plus de 1135 soins de support individuel et 522 séances collectives, activités physiques adaptées, nutrition, auprès de 442 patients. Et ça, voilà, il faut qu'on porte. Et avec le tandem établissement de santé avec qui nous travaillons, ben, c'est toujours la communication, qu'on soit visible et lisible dans ces espaces ligues. Alors, au centre d'oncologie, hein, actuellement, ça c'est quelque chose qui nous tient vraiment à cœur. On met à disposition alors certains soins de support, pas du tout de façon aussi exhaustive qu'à la Ligue, bien entendu, mais c'est vrai que leur présence au cœur du centre facilite pour beaucoup leur accès. C'est vrai qu'il y a beaucoup de patients qui, alors malgré toutes les informations qu'on peut donner sur l'espace Ligue, voilà, on remet des flyers, on les incite à s'y rendre, mais c'est vrai que beaucoup ne feraient pas la démarche. Et donc, c'est la raison pour laquelle on a un psychologue sur place qui est présent 1 journée et demie par semaine. C'est vrai que le fait d'avoir quelqu'un au cœur du centre, ça facilite un petit peu plus la démarche pour les patients. Alors, c'est vrai qu'aller voir un psychologue, c'est pas toujours évident pour tout le monde. Donc, c'est vrai que là, de le proposer immédiatement, ben voilà, il est dans le bureau d'à côté. Est-ce que vous voulez aller le voir? Souvent, c'est quelque chose qui est très facilitant et très aidant pour nos patients. Et puis, dans la mesure où, comme je vous l'ai dit, c'est des traitements récurrents sur, voilà, jusqu'à quasiment 2 mois de traitement. C'est vrai qu'il peut y avoir un suivi qui est initié durant la phase de traitement et qui, bien sûr, se poursuit après. Hein. Le psychologue continue à voir les patients, même si le traitement est terminé au centre. Il a mis en place 2 séances de relaxation par semaine qui plaisent beaucoup aux patients. C'est vrai que tout le monde n'aime pas forcément parler ou se livrer, mais le fait de faire ces séances de relaxation, ça peut déjà être voilà, quelque chose d'aidant
pour beaucoup. Et puis, nous avons une diététicienne, une demi-journée par semaine, ce qui n'est pas suffisant. Et on peut passer à la diapositive qui suit. On aimerait grandement développer tous ces soins de support dans le nouveau centre. D'où l'intérêt peut-être d'avoir un patient expert dans votre équipe. Pas forcément salarié, mais voilà. Ouais. C'est intéressant. Tout à fait. On peut passer à la diapositive suivante. Voilà. Donc, dans le nouveau centre, voilà, du fait qu'on ait plus d'espace, on aimerait également, on a pour projet d'accueillir une assistante sociale également pour aider tous les patients dans leur démarche administrative qui rajoutent un poids énorme déjà aux difficultés rencontrées, en plus des difficultés liées à la maladie. Comme je vous l'ai dit, on aimerait vraiment développer davantage l'accès à une prise en charge diététique nutritionnelle. Alors bien sûr, pour les patients qui sont en cours de traitement, alors en cours de traitement, c'est essentiellement des problématiques de perte de poids. Donc, il faut qu'il y ait une prise en charge diététique maximale pour mettre tout en œuvre pour qu'il y ait le moins de poids de perdu en cours de traitement. Parce que plutôt faire prendre du poids et c'est souvent voilà, une image corporelle qui change. C'est un petit peu pour certaines patientes notamment, voilà, un petit peu la double peine, la lourdeur des traitements et puis un corps qui change complètement, des médicaments voilà, qui ont tendance à faire prendre du poids et pour les hommes à faire fondre également la masse musculaire. Nous laisse espérer également de pouvoir développer des activités en plein air qui seront toujours, quand le temps le permet bien entendu, plus sympa pour les patients avec la relaxation en plein air, pourquoi pas la sophrologie en plein air, du tai chi en plein air aussi, ce qui pourrait être également un petit plus pour voilà, s'ouvrir vers l'extérieur et faire en sorte de baisser et d'aider au maximum les patients à baisser toutes les tensions et les pressions et tout le stress ressenti par les difficultés rencontrées avec la maladie. Voilà, et puis développer un partenariat, bien sûr, avec la Ligue contre le cancer. Hein, comme l'a dit Béatrice, on n'est pas du tout en concurrence et on veut travailler main dans la main, conjointement, pour améliorer la qualité de vie de nos patients. Et ça nous tient, c'est un projet vraiment qui nous tient vraiment à cœur et pour lequel on est vraiment très, très, très motivés, je pense, des deux côtés. Voilà. Je confirme la motivation et notre mobilisation à travailler de concert et pour les patients et pour leur parcours de soins, c'est juste en plus que du bon sens. C'est sûr. Bien, merci beaucoup pour cette présentation et cette exploration et initiation aux travaux que conduit la Ligue. Un dernier temps peut-être d'échange et de complément d'information sur ces éléments qui vous ont été présentés. L'initiative de rapprochement du centre oncologie avec la Ligue, ça aussi c'est très bien, c'est tip top. Après la présence d'une assistance sociale aussi. Moi, si j'ai décidé d'assister à cette réunion, c'est parce que moi, ça fait 27 ans que je suis atteinte d'un cancer. Du coup, c'est pour ça que, comme moi, j'avais fait cette formation par l'Université des patients à Pierre et Marie Curie, hein, sur le site de la Pitié-Salpêtrière. J'avais été retenue pour faire cette formation avec d'autres malades atteints du cancer, parce que justement, j'avais connu la maladie moi-même, je l'avais connue aussi en tant qu'accompagnante avec des prises de décision. Et les intervenants, que ce soit des médecins, sciences sociales, etc., psychologues, quand moi j'ai décrit un peu le parcours que j'ai vécu avec ma petite sœur, c'était pas du tout le pays des bisounours, quoi. Alors c'est vrai que vous, tel que vous l'avez présenté là, ce soir, je me dis, voilà, ça évolue, mais dans le bon sens. Effectivement, hein, il y a les grosses difficultés liées à la maladie, et puis il y a tous les à côté, et puis les accompagnants qu'il faut vraiment prendre en charge, soutenir les aidants. Enfin, c'est vrai que c'est très difficile pour eux parce qu'ils se doivent de soutenir leurs proches, mais il y a énormément de difficultés qu'ils ont du mal à partager, bien sûr, dans le cercle familial ou amical, parce qu'ils se doivent d'être le pilier, mais voilà,
l'objectif de tous les soins de support, c'est bien sûr d'être là aussi pour les soutenir au mieux et c'est bien sûr l'avenir et c'est ce vers quoi on veut tendre et on va mettre en place tous les moyens pour faire en sorte que la prise en charge du patient soit la plus globale possible. Bien sûr, la prise en charge thérapeutique de la maladie, tous les à côté et bien entendu ne pas oublier les aidants et être là au maximum pour tous. Ouais. Alors après, moi, j'ai eu la chance de faire ma formation. Enfin, il fallait qu'on fasse un petit stage dans un centre. Alors moi, je l'ai fait en soins palliatifs à l'hôpital de Bayonne. Et du coup, avec les médecins, bon, moi, j'ai fait mon stage en tout début de formation là, pour le DU, mission d'accompagnant. Donc du coup, j'avais pas trop de recul. Et je me suis aperçue quand même qu'il y a des choses qui ont été changées parce que j'avais apporté un peu mon regard, etc. Donc du coup, c'était assez sympathique. Et c'est vrai que moi, il y a des malades qui ont accepté de me recevoir aussi avec l'équipe soignante, qui m'ont confié certaines choses. Et du coup, on se dit qu'un malade ne va pas dire forcément tout son ressenti à l'équipe médicale. L'intérêt d'avoir des intervenants de la Ligue ou éventuellement un patient expert. C'est vrai que je reviens peut-être dessus, mais bon, je défends un peu le diplôme que nous avons fait en tant que malade. Et je sais que sur Paris, déjà, il y a quelques structures où ils ont intégré un patient justement pour rencontrer les malades qui peuvent en ressentir le besoin, parce que je trouve que discuter avec un autre malade qui a connu la même chose, même si c'est pas forcément le même cancer, mais qui a connu la fatigue, le fait de perdre du poids, de vomir, etc., les difficultés financières parce que on ne sait pas faire les dossiers, etc. Donc du coup, c'est plus facile d'en discuter avec un autre patient qu'avec une équipe médicale ou une assistante sociale ou un psychologue. Parce que comme vous l'avez dit très justement tout à l'heure, aller voir un psychologue, c'est pas si évident que ça. Parce qu'il y en a beaucoup qui pensent « Ah bah oui, on est fou, mais moi je veux pas aller voir un psychologue parce que je suis pas folle ou je suis pas fou. » Enfin voilà. C'est un très bon projet. Bon, en tout après, cas, voilà, si vous avez besoin d'un patient oui. expert, sachez qu'il y en a un. D'accord, mais après, je pense qu'on sera entièrement disponible avec Béatrice pour pouvoir rediscuter avec vous, en dehors de ce cadre de cette réunion-là, mais bien sûr, pourquoi pas. Voilà. Nous avons la formation de la Ligue, la Fédération des bénévoles écoutants. Donc on est sur tous ces sujets. Tout à l'heure, j'étais en visioconf avec une jeune association aussi, parce que les adolescents, les jeunes adultes, la Ligue, on a eu du mal à leur parler. En tout cas, c'est quand même très spécifique. Il y a des choses à faire, c'est rebond. Je vous engage je vous engage, Isabelle, à venir nous voir et puis voir ces notions de DU. Moi, je ne les connaissais pas forcément. On fait appel au bénévolat ou au mécénat de compétences en termes de relais professionnels. Là, pour le coup, c'est peut-être plus compliqué de notre côté, mais il y a toujours des pistes et c'est comme ça qu'on fait avancer les choses. En tout cas, merci de votre témoignage avec ce parcours. Et nous, au comité des Pyrénées-Atlantiques, au nom de ma présidente Anne-Marie Penn et du conseil d'administration, on a très, très à cœur que ce projet se fasse dans les conditions et on voit bien qu'avec la communauté d'agglomération Pays Basque, il y a un gros travail derrière, mais il y a de gros enjeux aussi derrière aussi. Et sincèrement, on ne peut être que tous ensemble et plébisciter ce projet avec ces forces vives qu'on a sur le territoire, de militants, de mobilisants. Et parce que là, par contre, on a ce fléau, ce cancer qui est là. Et il n'y a que tous ensemble qu'on va pouvoir le gagner, tout ça. Exactement. En tout cas, merci pour cette super soirée passée avec vous. Et le début, sachez qu'il n'existe que depuis 2016. Donc, moi, je fais partie de la première promo. Et c'est le professeur Catherine Turget-Turgis qui a insisté à la Pitié-Salpêtrière pour mettre en place ce DU. Et ça marche très fort parce qu'elle fait aussi des DU pour l'éducation thérapeutique, etc. Quoi. Voilà. On va laisser la parole peut-être... On va laisser la parole à Monsieur Leger qui a levé la main pour qu'on puisse l'entendre aussi. Monsieur Leger, allez-y. Oui, merci. J'ai juste une question par rapport à ces soins de support et leur intégration dans le projet des nouvelles infrastructures du centre. C'était de savoir si, du coup, vous aviez imaginé des espaces d'ores et déjà pour réaliser ces actions-là, des espaces collectifs ou individuels de consultation dans le projet, oui. Dans le dimensionnement du projet.
Oui, oui, tout à fait. On a prévu plusieurs salles de consultation dédiées aux soins de support pour que voilà, le psychologue, la diététicienne, l'assistante sociale puissent recevoir dans un cadre vraiment privilégié les patients. On a déjà prévu une grande salle pour pouvoir faire la relaxation, pour pouvoir faire le tai chi en intérieur. Et puis l'aménagement futur de la partie boisée au nord pour que quand le temps le permet, pouvoir faire certaines activités en plein air. Mais bien sûr, tout ça a déjà été prévu dans l'organisation du centre. Voilà. Pour pouvoir faciliter, et puis avec un accès qui soit, alors c'est ce qu'on imagine, mais un accès qui soit un petit peu séparé du flux de patients qui viennent en consultation, parce que c'est vrai que voilà, pour les patients qui ont été déjà traités et qui reviennent au centre pour poursuivre des séances de relaxation ou voir le psychologue, c'est vrai que ça peut être difficile pour certains de revenir dans les lieux qui peuvent rappeler certains mauvais souvenirs parce que ça remémore la maladie. Donc avec un accès un petit peu séparé qui fait que les patients qui reviennent après, voilà, c'est comme ça qu'on imagine les choses, ne se remélangent pas forcément avec les patients en cours de soins. Soins. Ouais. Merci. Ouais. Est-ce qu'on a d'autres questions, d'autres compléments? On a l'air d'avoir fait le tour des échanges qui ont été riches et quelques questions. Un petit point après ce temps de partage pour vous montrer les autres modalités qui vous permettent de vous informer et puis de contribuer de bien d'autres manières à ce projet. En y apportant votre regard, votre avis. Donc, une réunion publique de lancement s'est tenue au mois de novembre dernier. Une réunion de clôture sera conduite fin janvier. Dans l'attente, nous continuons sur le principe d'ateliers thématiques. Certains d'entre vous sont d'ores et déjà inscrits à ces ateliers. Le prochain étant dédié à l'aménagement et au cadre de vie, donc l'insertion du projet dans son quartier notamment. Vous retrouvez également une permanence, la deuxième permanence qui se tiendra le 16 décembre prochain sur le marché Place des Gascons de 9h à midi. Vous avez également une permanence téléphonique tous les mardis au numéro qui s'affiche. Et enfin, des contributions que vous pouvez déposer sur par différents relais, à savoir le registre dématérialisé, le site internet de l'agglomération, et par courrier, si toutefois les autres modes, mais compte tenu de notre connexion de ce soir, je suppose que la version dématérialisée est accessible à chacun d'entre vous. Toutes ces modalités sont disponibles à la fois sur le site internet de l'agglomération et sur l'ensemble des documents de communication liés à cette concertation, donc n'hésitez pas à la fois à les consulter et à les diffuser. Vous avez également à disposition sur ces supports les adresses mail des deux garants qui se sont présentés et qui sont à votre disposition pendant l'ensemble de la procédure pour peut-être, si vous le souhaitez, répondre directement à vos interpellations. Pardon. Est-ce que je peux... Oui. Oui, pardon, je n'avais pas compris que c'était le dernier temps d'échange. Si je peux juste rajouter quelque chose par rapport à l'ensemble de ce qui a été présenté, qui était de très grande qualité. C'était un point à rajouter sur effectivement la nécessité d'avoir plus de capacité sur la radiothérapie, parce qu'effectivement la notion de délai de prise en charge et de réactivité est un facteur clé dans le succès de la réussite des traitements. Et donc c'est important qu'on puisse doter le territoire d'une structure qui dispose de suffisamment de capacité pour prendre en charge les patients rapidement et pas à des horaires indus comme une séance à 20h le soir, c'est quand même assez compliqué à gérer. Donc ça, je tenais vraiment à le souligner. Je tenais à dire également qu'en matière de compétences, notamment sur les soins de support, et l'ensemble des acteurs du centre de radiothérapie le savent, et on a des compétences qu'on peut mutualiser. Et ça, voilà, je tenais à le rappeler, et d'autant plus qu'il y a des infrastructures qui sont prêtes à accueillir ces professionnels. On peut tout à fait mobiliser des professionnels sur le site du centre de radiothérapie. Et Clinique Bellara, c'était savoir si dans la réflexion d'accessibilité, il avait été envisagé également de faciliter les liaisons entre ce territoire de Bayonne-Nord et le quartier du Prissé, notamment par les transports en commun, et de faciliter comme ça l'accès des patients entre les deux établissements.
pas que pour les traitements, mais aussi pour les diagnostics, puisqu'il y a quand même des compétences d'imagerie sur la clinique, de biologie, qui font partie des démarches. L'accès aux consultations des spécialistes également, et on peut avoir beaucoup d'allers-retours à faire entre les deux, et actuellement l'accessibilité en transport en commun n'est pas forcément la plus évidente. Le mot de la fin pour vous, Madame Giretti. Je peux profiter peut-être pour évoquer deux petites choses. Oui, bien sûr. La première, c'est que ça pourrait être intéressant si une des personnes présentes peut répondre en partie au moins à la demande, à la question de M. Leger, je pense au transport en commun, entre le lien entre les deux quartiers. Et puis l'autre élément, c'est peut-être formuler de quelle manière le compte-rendu de cet atelier sera mis sur le site. Est-ce que c'est uniquement le PowerPoint qui a été présenté ou est-ce qu'il y a des enregistrements, des interventions qui ont pu être faites aussi en même temps? Voilà. Merci. Alors, peut-être répondre sur les transports en commun dans un premier temps, parce qu'on est au cœur du sujet, et puis sur la partie compte-rendu, on fera un petit rappel, effectivement. Oui, est-ce que vous m'entendez? Vous m'entendez? Oui, Madame Giretti, ça y est, on vous entend. Oui, effectivement, avant de conclure, hein, je voulais répondre à Monsieur Leger que, bien évidemment, hein, lorsque l'on étudie une implantation comme celle du projet du pôle oncologie, la question des mobilités et des déplacements est prise en compte, hein, quelles que soient, je dirais, les mobilités, les moyens de mobilité utilisés, hein, puisque, bien évidemment, à aujourd'hui, le point essentiel, c'est que ce site donc, de l'avenue du 14 avril est desservi par le trambus, par la ligne 1, d'ores et déjà aujourd'hui, hein, et il y a même un arrêt qui est exactement en face de l'entrée qui sera celle du pôle oncologie, et de fait, à partir du moment où il y a une liaison trambus, mais effectivement, les accès vers les autres sites de santé, donc vers la clinique Bellara, seront bien évidemment envisagés. Vous savez que nous travaillons ensemble dessus. Pour conclure, moi, ce que je voudrais d'abord, avant tout, c'est vous dire un grand merci à tous nos orateurs de cette soirée, parce que ils ont su, et notamment les docteurs Geneves et Motte, ont su rendre accessible, bien sûr, à tous, en tout cas c'est ce qui nous a semblé, un sujet, je dirais, médical, technique, avec des mots simples, et je crois que tout le monde aura bien compris au travers de cette présentation qu'il s'agit là d'un véritable enjeu de santé publique, et que l'intérêt général pour nos concitoyens, pour les malades bien évidemment, pour les familles aussi, et merci aussi à Isabelle, dont je ne connais pas le nom, je suis désolée de me permettre cette familiarité, mais aussi avec le témoignage qu'elle aura pu faire. Donc l'intérêt général est bien au cœur de ce projet, et il s'agit, vous l'aurez aussi compris, d'un véritable partenariat donc, entre les porteurs de projets, et clairement on l'a bien vu, hein, y compris avec le parcours de soins qui est envisagé et proposé, et aussi l'amélioration et l'élargissement plutôt de l'offre de soins intégrant les soins de support. Eh bien, tout simplement, ce partenariat doit nous permettre demain, tout simplement, avec aussi, bien sûr, les services de l'État et l'Agence régionale de santé, hein, d'avoir, au niveau de la prise en charge des traitements cancéreux, un outil qui est parfaitement, d'abord en phase avec son temps, hein, ça c'est essentiel, et aussi au cœur de l'agglomération, et donc permettant tout simplement de rayonner, ça c'est très important, y compris à l'intérieur du territoire, et notamment, on l'a vu tout à l'heure, hein, Saint-Palais, mais il n'y a pas que Saint-Palais, il y a aussi en Soule ou en Navarre des endroits où on est à plus d'une heure de Bayonne, mais qui contribuent ou participent plutôt à l'aménagement du territoire et de tout le Pays Basque en termes d'offres de soins. Donc, merci à tous. Merci à nos équipes aussi, à tous ceux qui ont vraiment travaillé pour
innover, je dirais, dans la concertation, d'abord avec, bien sûr, un écran qui nous sépare, mais enfin, je crois que ça n'a pas nuit, au contraire, à la qualité des échanges. Et puis, merci aussi à nos garants, puisqu'ils sont là pour nous accompagner dans cette démarche et faire en sorte, surtout, que nous puissions amener à terme et dans les meilleures conditions possibles ce magnifique projet. Donc, merci à tous encore et bonne soirée en tout cas. Merci Madame Durruti. Je me permets du coup un autre mot de la fin en réponse à la question d'un de nos garants concernant le compte-rendu des échanges de cette soirée et de confirmer que des captations vidéo ont été faites, mais à minima seront mis à disposition du grand public à la fois le support de présentation, mais également un compte-rendu rédigé des échanges. Donc voilà, à la convergence de tous ces supports et de toutes ces possibilités, nous souhaitons que l'ensemble des échanges soient bien retransmis et partagés par le plus grand nombre. Pour celles et ceux qui nous ont accompagnés ce soir, encore merci et n'hésitez pas à vous faire le relais de la façon dont ces ateliers, même un peu originaux dans la forme, permettent néanmoins de participer à ce projet et donc relayer l'information sur la prochaine date du 10 décembre prochain. Les inscriptions sont bien sûr ouvertes via le site internet de l'agglomération et donc on espère vous retrouver nombreux à cette date pour partager un nouveau moment d'échange. Encore une fois, merci à tous et très bonne soirée. Merci à vous, bonne soirée.